Bonjour, nous revoici à une nouvelle séance donc du SIEJ dans notre cycle consacré aux conditions de la juridiction en droit. Et ce sera la dernière séance de cet automne et la dernière séance de 2025, même sauf erreur de ma part. Nous avons le plaisir de recevoir Anne-Catherine Rasson. Ce n'est pas vraiment une invitée mystérieuse parce que c'est une amie de Saint-Louis, de la faculté de droit et du séminaire. Anne-Catherine, tu es docteur en droit de l'université de Namur et déjà à l'époque tu travaillais dans ce domaine particulier du droit de l'enfant, on peut dire comme ça. C'est comme ça que c'est droit des enfants, droit de l'enfant. Droit de l'enfant, mais droit au pluriel. Branche, si c'en est une en tout cas, spécialisation qui a le vent en poupe tant elle pose des questions importantes. Et donc on a beaucoup de chance de te recevoir aujourd'hui. Par ailleurs, tu es professeure invitée à Saint-Louis et chercheuse postdoctorante au cirque. Donc à Saint-Louis aussi, bref, tu es à la maison, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas encore mangé de petits gâteaux, on t'en garde pour après. Merci beaucoup en tout cas de contribuer. La question de la parole des enfants est une question qui revient en fait sans cesse dans les exemples de questions qu'on se pose dans le cadre de ce cycle. Donc on a vraiment beaucoup de chance que tu viennes nous éclairer à ce propos. Et sans plus de cérémonie de fioriture, je te passe donc la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Diane, merci beaucoup Jean-Marie pour l'invitation à cette séance du 28 novembre. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous parler de ce sujet, un sujet qui est compliqué, hein, la parole des enfants, parce que je vais dérouler mon exposé, mais en guise de petite contextualisation, moi j'ai fait un doctorat sur les droits de l'enfant et j'ai constaté au terme de mon travail que c'est vraiment le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est au cœur du modèle des droits de l'enfant. Et j'y reviendrai un peu plus tard. C'est quand même un principe qui pose des questions en termes d'effectivité du modèle fondé sur les droits. Et je travaille pas mal avec la société civile, avec les défenseurs des enfants en Belgique, mais aussi en Europe. Et j'ai pu constater au fur et à mesure de mes échanges avec eux que petit à petit la focale se déplaçait de l'intérêt de l'enfant vers la parole des enfants, dans l'idée que le droit à la participation, le respect de la parole de l'enfant était peut-être finalement un critère plus fertile pour une effectivité des droits et une reconnaissance, une véritable reconnaissance d'un statut de sujet de droits fondamentaux. Mais du coup, ça ouvre un champ de questions autour de cette parole qui sont extrêmement complexes. Et donc l'invitation de ce jour m'a invitée à plonger dans certaines questions que je n'avais pas encore eu l'occasion nécessairement d'approfondir à ce stade. Et donc je suis vraiment très heureuse de vous proposer le cheminement que j'ai créé pour l'occasion. Alors j'ai intitulé mon intervention « La vérité sort-elle de la bouche des enfants ?» Bon, c'est une expression très connue, on dit aussi « sort-elle toujours de la bouche des enfants ?» Je me suis rendu compte que c'était finalement pas très original, mais je ne le savais pas avant parce qu'en faisant des recherches pour ce matin, j'ai constaté qu'il y avait plein de co-chercheurs, de collègues de l'étranger qui utilisaient également cette expression. Donc voilà, on est tous assez alignés sur le sujet. Et alors ces réflexions que je vais poser avec vous, alors essentiellement à partir des outils du droit, puisque c'est mon terrain de jeu en tant que juriste, mais également à partir d'études en sciences sociales et en sciences humaines. Voilà, on va réfléchir ensemble à la légitimité de cette parole. Alors surtout ancrée dans la justice, c'était un peu la commande qui avait été faite et c'est un espace intéressant pour réfléchir à ces questions-là, mais on va dépasser parfois le cadre de la justice parce que finalement quand on parle de la légitimité de la parole d'un groupe, d'individus, évidemment ça ne se cantonne pas qu'à un seul espace. Alors au point de départ, simplement, première question importante autour de cette parole et par le regard que moi j'ai pris, est-ce qu'aujourd'hui l'enfant, on peut considérer qu'il est sujet de droit, puisque évidemment la parole, la prise en compte de cette parole, le respect de cette parole, elle ne pourra sans doute, on peut formuler l'hypothèse, se déployer que dans un espace, dans un lieu, dans un univers où l'enfant est considéré comme sujet, parce que s'il est simplement objet de protection, voire complètement invisibilisé, il y aura peu de place pour cette parole. Alors, il est intéressant, pour pouvoir répondre à est-ce que l'enfant est sujet de droit ou non, d'abord, c'est quoi un enfant? C'est qui un enfant, peut-être, pour être plus précise? Qui est l'enfant? Alors, sur le plan étymologique, l'enfant, c'est l'infans, celui qui ne parle pas. Donc on voit quand même que c'est pas gagné d'avance, cette parole de l'enfant, puisque l'étymologie n'est pas tout à fait de notre côté. Et ça s'explique notamment par l'évolution historique de la place de l'enfant dans la société et de la reconnaissance de ses droits fondamentaux. Alors sur le plan juridique, l'enfant c'est le mineur, donc c'est la personne qui est née vivante et qui va jusqu'à ses 17 ans inclus.
mais avec plusieurs collègues spécialisés dans les droits de l'enfant, et c'est notamment les travaux de Thierry Moreau qui m'ont inspiré sur cette réflexion-là. L'enfant, c'est à la fois le même et l'autre. Et c'est comme ça que le modèle des droits s'est construit. C'est le même parce que l'idée aujourd'hui, c'est de considérer l'enfant comme un être humain au même titre que tous les autres êtres humains. Et donc il est même à ce titre-là. Mais autre parce que c'est pas non plus un adulte. On ne peut pas en faire un mini-adulte. En faire un mini-adulte, ce serait écraser, ne pas reconnaître sa vulnérabilité. Sa vulnérabilité qui est à la fois inhérente mais aussi structurelle. Et donc c'est important de penser l'enfant dans cette double dimension. Et on va voir qu'au niveau du modèle des droits de l'enfant, c'est bien en ce sens que les choses ont été pensées. Donc l'enfant, pour la suite de l'exposé, ce sera évidemment la personne de moins de 18 ans, mais toujours dans cette dichotomie, dans cet équilibre entre même et autre. Alors, l'enfant, l'infance, c'est évidemment le point de départ. Je pense que tout le monde le sait ici autour de la table. Hein, donc l'histoire des droits de l'enfant, alors on peut la jalonner de pas mal de sous-modèles, mais il y a vraiment 3 grands temps qui sont mis en évidence dans la littérature et puis dans les textes. Et puis en fait, au-delà du droit, dans l'art, dans la médecine, dans la littérature, finalement, en fait, on suit vraiment ce canevas. On a d'abord, dans un premier temps, un enfant qui est complètement invisible. L'enfant est inexistant, soit il est tout petit, soit il est absorbé dans la communauté des adultes, et il est vraiment sous le joug dans la famille du père, qui à l'époque est tout puissant, puisque les mères n'ont pas non plus de droit, l'autorité parentale n'est pas encore partagée. Et donc l'enfant est complètement invisible, la société ne s'en soucie pas. Alors il y a évidemment plein de nuances historiques que je ne vais pas développer ici, mais globalement, on est quand même dans une idée d'un enfant invisible jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc en fait, la reconnaissance de l'enfant, sa place dans la société et la reconnaissance de ses droits, c'est extrêmement récent comme phénomène, puisqu'il va sortir de l'invisibilité seulement à la fin du 19e siècle. Alors plusieurs phénomènes qui permettent la sortie de cette invisibilité, la dénonciation du travail des enfants, des travaux pénibles, la nécessité de pouvoir aller à l'école, et puis alors après sur le plan international, notamment toute l'attention de l'OIT sur le travail des enfants, la Première Guerre mondiale. Et puis aussi le fait que la société se rend quand même compte que les pères finalement ne font quand même pas toujours très bien le job. Alors on n'est pas encore du tout dans l'idée de protéger l'enfant, de le chérir, de vouloir son bonheur et son émancipation. On est plutôt dans l'idée d'en faire un bon citoyen. Et donc petit à petit, les juges d'abord, et puis les premières lois de protection de l'enfance vont être adoptées pour permettre à l'État de rentrer dans les familles et de remettre un petit peu d'ordre au nom de l'intérêt de l'enfant. Et donc cette sortie du modèle de l'invisibilité pour le modèle fondé sur l'intérêt de l'enfant, qui est le modèle où l'enfant est considéré comme un objet de protection. Donc on n'est pas du tout encore dans une idée de l'enfant sujet de droits fondamentaux. L'enfant est un objet de protection, les adultes doivent veiller à sa protection pour en faire un bon citoyen. Et puis au fil quand même du XXe siècle, pour prendre en compte ses intérêts dans une vision très protectionnelle. Et donc là, c'est vraiment symbolisé par les grandes lois de la protection de l'enfance, appelées Aide et protection de la jeunesse en Belgique francophone. On est donc là sur le plan belge, une première loi en 1912, une seconde loi en 1965 qui va être modifiée plusieurs fois. Sur le plan international, le schéma est le même, puisque la première déclaration des droits humains, mais donc de l'enfant, date de 1924. Si on n'a pas travaillé dans les droits de l'enfant en général, on ne la connaît pas. C'est la Déclaration de Genève qui reconnaît à l'enfant des premiers droits, mais des premiers droits qui étaient quand même plutôt sous l'angle, dans un très protectionnel, il faut protéger l'enfant. Donc on n'était pas du tout dans l'idée d'un enfant sujet de droits, détenteur de droits fondamentaux. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale et la naissance des droits humains contemporains qu'on connaît bien et sur lesquels je ne reviendrai pas, eh bien on voit que là va émerger petit à petit une attention à l'enfance, avec une première déclaration des droits de l'enfant en 1959, où là, l'attention quand même commence à se renforcer. On voit que l'enfant est toujours objet de protection, mais on lui reconnaît des droits. Et puis c'est surtout le 20 novembre 1989 qu'est adoptée la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui est vraiment le texte phare en matière de droits de l'enfant, qui est celui sur lequel on s'appuie tous dans nos travaux, et qui est une convention qui est justement exceptionnelle parce qu'elle va chercher à tout à la fois reconnaître le même et l'autre. L'enfant est reconnu comme étant détenteur de tous les droits humains, donc le droit à la liberté de penser, de manifester, de s'exprimer,
Il est détenteur de droits fondamentaux, également toute une série de droits de protection, une protection spécifique à la lumière de sa vulnérabilité particulière. L'un des grands principes, j'y reviendrai, étant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais donc ce modèle fondé sur les droits, il est vraiment implémenté en 89, notamment grâce à toute une série de mouvements favorables à la reconnaissance d'un statut de l'enfant comme acteur de la cité et donc devant véritablement pouvoir prendre une place. Ce modèle fondé sur les droits, c'est un modèle qui rend notamment hommage aux travaux de Janusz Korczak. Je parle toujours de Janusz Korczak dans toutes mes présentations. Donc c'était un pédiatre en Pologne dans les années 20, extrêmement reconnu et compétent, mais qui avait développé des pédagogies en avance sur son temps. Il avait créé un orphelinat avec des enfants compliqués qu'il gérait, et il a vraiment eu cette idée que l'enfant était un être humain à prendre en considération au même titre que l'adulte, que les différences entre les adultes et les enfants n'étaient pas légitimes. Alors il n'était pas naïf, il ne disait pas que tout se passait bien, les enfants et les jeunes avec qui il vivait dans l'orphelinat, c'était pas facile, mais il avait mis tout en place un cadre pédagogique respectueux avec des tribunaux et des parlements où les adultes et les enfants étaient en fait traités de la même manière, et donc il disait souvent qu'il s'était lui-même fait juger plusieurs fois par le tribunal pour des erreurs qu'il avait commises par les jeunes de son centre. Il a écrit plein de livres vraiment géniaux, dont Le droit au respect de l'enfant, dont j'ai repris ici un extrait. Les enfants ne sont pas les personnes de demain, ils sont des personnes dès aujourd'hui. Ils ont le droit d'être pris au sérieux. Ils ont le droit d'être traités avec respect. Donc cette idée de prendre les enfants au sérieux et de les respecter, ça va être vraiment le fil rouge, le fil conducteur de la présentation aujourd'hui, puisque c'est aussi avec ce regard-là qu'on va penser la parole de l'enfant. Et donc Janusz Korczak n'a pas connu la Convention relative aux droits de l'enfant. C'était un homme aussi pleinement authentique parce qu'il était juif, orphelinat juif, Seconde Guerre mondiale, et les enfants ont été déportés. Il avait, comme il était une personnalité publique, il a eu la possibilité de s'échapper aux États-Unis, mais il a refusé, il est parti à Treblinka avec les enfants, et ils sont tous décédés au camp de concentration ensemble. Mais donc il a laissé ses travaux, et surtout c'est grâce à lui que l'on doit, en tout cas que la Convention telle qu'on la connaît, telle qu'elle a été écrite et construite, parce que c'est la Pologne qui a vraiment porté le projet d'une Convention relative aux droits de l'enfant dans les années 70 dans un premier temps, et puis dans les années 80. Il en aurait été fort content parce qu'il avait exprimé beaucoup de déception à l'époque de la déclaration de 1924 qu'il trouvait beaucoup trop justement paternaliste et pas du tout respectueuse des enfants. La parole des enfants est très importante dans ces travaux, mais je n'y reviendrai plus. Alors la question que moi je me suis posée dans ma thèse, c'est justement de savoir est-ce que cette convention relative aux droits de l'enfant, qui est considérée comme une révolution dans la littérature, une révolution tranquille, une révolution douce, mais une vraie révolution parce qu'elle donne une place totalement différente à l'enfant sur le plan sociétal et sur le plan du droit, en lui reconnaissant sa vulnérabilité particulière, mais une forme d'autonomie progressive. La question que moi je me suis posée dans ma thèse, c'était de vérifier ça, c'était de voir justement comment les deux pôles s'étaient articulés. Alors cette convention, c'est quand même une très belle réussite. Elle a été ratifiée par tous les États de l'ONU, sauf les États-Unis, qui l'ont signée mais qui ne l'ont pas ratifiée. Elle contient les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Alors certains trouvent qu'elle a pu manquer d'ambition à certains égards, mais elle contient quand même l'ensemble des droits humains qu'elle confie aux enfants, tout en lui reconnaissant des droits spécifiques. Alors parmi les droits spécifiques, deux sont particulièrement importants. Ils sont considérés vraiment comme la charpente de la Convention, et ils répondent en fait au côté équilibre et autres, autonomie et protection. C'est le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui dit que dans toute décision qui concerne un enfant, son intérêt doit être une considération primordiale. On parle du coup aujourd'hui assez facilement du fait que dans toutes les décisions qui concernent leurs enfants, leur intérêt prime. C'est mis dans la Convention à l'article 3.1. Sur le plan belge, ça a été repris à l'article 22 bis alinéa 4 de la Constitution. La plupart des juges s'appuient sur ce principe dans leurs décisions. La Cour européenne des droits de l'homme l'a intégré. Donc c'est vraiment le grand principe des droits de l'enfant. Et en parallèle de ce grand principe qui vise justement à protéger l'enfant à la lumière de sa vulnérabilité, il y a le droit, alors que l'on qualifie souvent de droit à la participation, mais le mot participation n'est pas dans la Convention, et on en vient au sujet du jour, c'est le droit au respect de la parole de l'enfant, c'est-à-dire qu'on doit entendre un enfant et qu'on doit prendre en considération cette parole, mais ça j'y reviendrai puisque c'est le cœur de notre sujet du jour.
Le droit à la participation, donc ce droit au respect de la parole de l'enfant, lui, vise précisément à donner à l'enfant une place d'acteur, qui a une parole et qui doit pouvoir construire les solutions avec les adultes. Et donc c'est plutôt le symbole du pôle autonomie progressive reconnu dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'est pas le but d'aujourd'hui, mais c'est quand même important, je pense, de le signaler. Beaucoup de travaux, et en tout cas ma thèse de doctorat conclut en ce sens-là, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas totalement réussi son pari jusqu'à aujourd'hui. La révolution ne semble pas totalement acquise. Alors moi, l'hypothèse que j'ai explorée dans ma thèse, je vous le disais en toute introduction, c'est la difficulté du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que ce principe a eu un tel succès, c'est un de mes collègues de l'université de Namur, Michael Malien, a utilisé une fois l'expression, c'est la star des droits de l'enfant, mais c'est vraiment ça. Je travaille aussi sur le terrain, je ne pense pas que tu l'as dit Diane, mais je suis aussi directrice adjointe d'un service qui accueille des enfants placés par le juge et par les services d'aide à la jeunesse. Mes collègues connaissent tous l'intérêt de l'enfant, les besoins de l'enfant, les droits de l'enfant. Personne ne connaît, enfin c'est très très peu connu sur le terrain les droits de l'enfant. Tout le monde connaît l'intérêt de l'enfant. De nombreux juges s'appuient sur le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans leurs décisions, mais finalement mobilisent très peu ou de façon incidente les droits de l'enfant. Et le problème, c'est que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est quand même un principe qui laisse à l'adulte le soin de décider ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Et si on ne fait pas l'exercice d'interpréter l'intérêt de l'enfant à la lumière des droits de l'enfant, on retombe en fait dans un modèle qui est très protectionnel, puisque l'adulte va définir, parfois de façon extrêmement subjective et paternaliste, ce qu'est l'intérêt de l'enfant à ses yeux. Or, l'intérêt supérieur de l'enfant reconnu dans la Convention, ce n'est pas du tout de décider ce qu'est l'intérêt de l'enfant de façon subjective, parce qu'on aura tous des avis différents dans toutes les situations qui concernent les enfants. C'est en fait que dans la balance des droits et intérêts, en cas de conflit de droits fondamentaux, les droits de l'enfant doivent primer puisqu'il est plus vulnérable. C'est ça en fait le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais comme on a utilisé le mot interest, intérêt à la place de right, droit, il y a comme eu un retour en arrière. On a élaboré tout un modèle de l'aide à la jeunesse de protection de l'enfance dans le modèle l'enfant objet de protection. C'était autour de l'intérêt de l'enfant, et puis on garde cette expression dans le modèle fondé sur les droits. Ça crée vraiment des difficultés et des complications sur le terrain. Il y a en fait énormément de violations des droits de l'enfant qui sont mises en œuvre sur le terrain, qui sont mises en œuvre dans les textes, qui sont mises en œuvre dans les décisions de justice, cachées par le respect de l'intérêt de l'enfant. C'est en fait un canal potentiel de violation des droits de l'enfant quand il n'est pas interprété à la lumière des droits de l'enfant. Après, évidemment, si on interprète l'intérêt de l'enfant comme il se doit et comme le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies le recommande dans une observation générale numéro 14, alors il n'y a pas de difficulté. Et une des clés pour élaborer ce qu'est l'intérêt de l'enfant, c'est la parole de l'enfant. C'est justement d'entendre l'enfant sur ce qu'est pour lui son intérêt, en sachant, on y reviendra, que ce n'est pas l'enfant qui doit décider, bien sûr, mais sa parole doit compter. Et donc, il y a toute une méthodologie, en fait, pour pouvoir dire ce qu'est l'intérêt de l'enfant, mais cette méthodologie, très souvent, elle n'est pas mise en œuvre, et alors on retombe vraiment dans un modèle paternaliste. Et donc, selon moi, à partir du moment où la méthodologie n'est pas vraiment acquise et qu'on parle plus d'intérêt supérieur que de droit de l'enfant, la révolution des droits n'est pas réellement encore aujourd'hui aboutie, et on en vient à observer, et on est pas mal d'auteurs à l'observer, qu'il y a toute une série d'éléments. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur le principe de l'intérêt de l'enfant dans ma thèse, qui d'ailleurs n'a pas été très bien traduit en français. En anglais, c'est Best Interest of the Child. Au Canada, ils ont traduit ça par le meilleur intérêt de l'enfant. Ce qui est déjà un peu plus intéressant, parce que ça veut dire qu'on va à la recherche de la meilleure réponse de l'enfant. Et alors, si on utilise la méthode des droits fondamentaux, quelle est la meilleure réponse en matière de droits fondamentaux, alors là, on arrive à une solution beaucoup plus fertile et intéressante. Mais donc ça, c'était un premier constat. D'autres constats ont été posés dans d'autres travaux qui montrent que la révolution des droits de l'enfant reste encore assez théorique, même si, évidemment, il y a eu des évolutions positives. Et donc, parmi les éléments qui posent difficulté, il y a la question de l'incapacité de l'enfant, qui est complète, puisqu'il a une incapacité juridique de 0 à 17 ans, une incapacité économique, une incapacité politique. En fait, l'enfant n'a pas de pouvoir dans la société, et donc il ne peut pas lui-même défendre ses droits quand ils sont atteints. La famille reste encore un espace extrêmement fermé, extrêmement difficile à contrôler. Alors, je ne suis pas du tout pour qu'on aille mettre des caméras dans les salons de tout le monde, bien sûr,
Mais il faut quand même constater que la famille est une zone de violence. Aujourd'hui, on le sait, c'est largement documenté. Les violences se passent beaucoup plus dans la maison qu'à l'extérieur. On est beaucoup plus en danger chez soi qu'à l'extérieur. Et les enfants sont particulièrement en danger chez eux. Et donc Hendricks parle de la famille comme une black box, une boîte fermée. Alors bien sûr, et travaillant maintenant dans la jeunesse, je le constate, on va rentrer dans certaines familles. On ne va pas rentrer dans toutes les familles, on va rentrer dans les familles qui sont particulièrement vulnérables, les familles en situation de pauvreté, les familles avec des questions de séjour. Mais les familles qui sont toutes lisses et qui paraissent bien de l'extérieur, on ne parvient en général pas à détecter les violences. Et on reviendra sur quelques chiffres tout à l'heure qui sont extrêmement problématiques. Donc ça, c'est une autre difficulté. Et alors, il y a aujourd'hui un courant qui est en train d'émerger. On en parle de plus en plus. Je voulais vous poser la question, qui autour de la table a déjà entendu parler, bon, il y en a qui m'ont déjà entendu, mais ceux qui ne m'ont pas entendu, qui ont déjà entendu parler de l'infantisme. Oui, quand même un peu. Pardon, un peu ? Ouais, quand même. Un peu. Un petit peu, certains. Dans mes auditoires, au début, c'était vraiment personne. Maintenant, petit à petit, ça commence des petites mains se lèvent. En fait, l'infantisme, c'est une forme de synonyme de l'adultisme qui est un peu plus connu, ou de l'agisme qui est aussi peut-être un peu plus connu. C'est en fait de caractériser, de nommer la domination des adultes sur les enfants. Donc on sait que nos sociétés sont traversées de courants de domination, les dominations sur les femmes, sur les personnes en situation de handicap, sur les personnes LGBTQI+, sur les personnes racisées, etc. Mais en fait, les enfants subissent aussi une domination, mais qu'on a tardé à nommer, à comprendre, et qu'on commence en fait seulement aujourd'hui à théoriser. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que la notion de childisme, elle est née dans les années 70, en même temps que les notions de sexisme et de racisme. Pourtant, il a fallu attendre les années récentes pour pouvoir enfin avoir des travaux plus approfondis, des mots, une théorie. Alors, le mot agisme, il a plutôt été abandonné par la plupart des chercheurs en ce sens qu'il correspond plutôt, il est plutôt utilisé pour nommer la vulnérabilité des personnes âgées. Donc, il a fallu trouver un mot pour les enfants. Alors, la notion d'adultisme, elle est plutôt connue et pas mal théorisée, mais elle renvoie quand même plus à la notion de masculinisme, si on peut comparer avec le sexisme. Et donc, il y avait le souhait de certains auteurs de trouver un mot, peut-être, qui se mettait du côté de la victime, du côté plutôt de la victime. Et donc, c'est la notion d'infantisme qui a été proposée en 2023 par la chercheuse Laïlia Benoît, qui est sociologue et pédopsychiatre, et qui a vraiment cherché à nommer, et qui a publié un premier essai sur le sujet. Je vous invite à tous le lire. J'imagine que vous fréquentez tous des enfants d'une manière ou d'une autre dans votre entourage, que vous en ayez ou que vous ayez des personnes, des voisins, des amis, etc. Moi, je travaille dans les droits de l'enfant depuis plus de 15 ans. Je me sentais quand même relativement déconstruite. Mes enfants ont la parole, il y a des petits parlements dans la famille, etc. J'ai lu l'infantisme, j'étais pas très fière de moi, je me suis quand même dit que j'étais encore profondément infantiste, qu'il y avait encore beaucoup de travail. Donc voilà, en fait on ne se rend pas compte quand on est du côté des dominants, et on a beau avoir été enfant, parce que c'est une domination qui est intéressante, en ce sens qu'on est tous passés par là. Donc on a tous quand même la possibilité de s'en souvenir, mais en fait on a quand même une grosse tendance à oublier la manière dont on a été traité en tant qu'enfant. Donc l'infantisme, et donc voilà, et donc ça ce sont des courants, tant qu'on ne lutte pas contre ces courants-là, on n'y arrivera pas. Je vous ai mis aussi dans les dias ici un peu l'explication détaillée de Laïlia Benoît, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et alors, il y a un livre qui vient de sortir, L'enfantisme. Alors là, ce serait plutôt la traduction du côté des enfants du féminisme. Donc ça, c'est la lutte pour les droits, pour la dignité. Et donc, j'ai hâte, évidemment, de lire ce livre-là. Et je vous dis tout ça parce que pour pouvoir comprendre ce qui se noue autour de la parole des enfants, la remise en question de leur légitimité, comment renforcer cette légitimité-là, il faut savoir dans quel terrain de jeu on se situe. On se situe dans une société qui est profondément inégalitaire, qui est infantiste, et donc la parole de l'enfant, elle va malheureusement être appréhendée dans ce contexte-là. Et donc il faut bien se le rappeler pour pouvoir après comprendre et pouvoir déconstruire certaines difficultés autour de cette parole et de sa légitimité, son absence de légitimité. Et donc, j'en viens à présent à rentrer dans le vif du sujet. Maintenant qu'on sait un peu dans quelle est la scène et comment moi je suis rentrée dans ce sujet-là. Alors, tout d'abord, le droit au respect de la parole de l'enfant est donc un droit qui a été consacré dans la Convention relative aux droits de l'enfant à l'article 12. Alors j'ai mis à la participation entre guillemets parce que dans la Convention on ne parle pas de participation. Le Comité des droits de l'enfant n'en parle
presque pas. Dans certaines observations générales, le mot est utilisé, mais c'est assez rare. Par contre, dans la littérature et dans tous les travaux de la société civile, des ONG, des militants en droit de l'enfant, on ne parle que de participation des enfants. Donc c'est assez intéressant. Et donc finalement, l'article 12, c'est l'article qui reconnaît le droit à la participation des enfants, mais c'est une manière de nommer ce qui est réellement consacré. Alors, le respect de la parole de l'enfant, cela signifie quoi? Je vais quand même prendre le temps de lire avec vous les 2 articles intéressants en la matière. Donc l'article 12 dit que les États parties doivent garantir à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité. Et puis on explique qu'on doit pouvoir donner à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire, administrative qui l'intéresse, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation, etc. Et donc voilà, ça c'est la modélisation, mais qui a été largement précisée par le Comité des droits de l'enfant dans un second temps. Donc il y a en fait deux grands droits dans le droit au respect de la parole de l'enfant. C'est le fait de permettre à l'enfant de s'exprimer, premièrement, et deuxièmement, le fait de prendre en considération cette parole. C'est ces 2 éléments qui doivent bien être séparés, parce que ce n'est pas parce qu'on a entendu un enfant qu'on va respecter l'article 12. Si on ne fait pas l'exercice de prendre en compte cette parole de façon adéquate et juste, eh bien alors le droit au respect de la parole de l'enfant ne sera pas reconnu. Alors, dans la Constitution belge, cet article a été repris à l'article 22 bis, alinéa 2 de la Constitution, qui dit que chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne, son opinion étant prise en considération eu égard à son âge et son discernement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que sur le fait d'entendre un enfant, la Convention dit qu'on va entendre les enfants qui ont le discernement. Donc, il y a la condition du discernement qui est au niveau de la prise de parole de l'enfant, condition qui était abandonnée dans la Constitution belge, puisque dans la Constitution, il est indiqué que tout enfant doit être entendu. Il faut savoir que le Comité des droits de l'enfant interprète extrêmement largement cette condition-là en disant que des enfants très jeunes doivent pouvoir être entendus par le biais de médias comme le dessin ou des techniques de prise de parole d'enfants très jeunes. Donc il y a une observation générale numéro 12 adoptée en 2009 dans laquelle il détaille vraiment précisément cela. Et en fait, finalement, dans la pratique et les recommandations internationales, ce critère, il est plus ou moins mis de côté. On recommande même de faire des recherches dans la toute petite enfance. Il y a des méthodologies qui ont été développées, notamment la méthodologie des mosaïques par Alison Clark, qui a été développée pour pouvoir travailler avec des enfants dans des crèches, pour pouvoir comprendre comment ils se sentent dans leur espace de vie, etc. Et donc, ce critère de la prise de parole autour du discernement, enfin vraiment ce critère du discernement, il est à prendre avec beaucoup de précautions, et dans le contexte belge, il n'existe plus normalement. Alors, par contre, dans la prise en considération de la parole de l'enfant, la manière dont cette parole va jouer un poids, là par contre, l'âge, la maturité, le discernement sont des éléments qui doivent compter. Parce que le but, ce n'est pas à nouveau d'assimiler l'enfant à l'adulte, le but n'est pas de faire de l'enfant un mini-adulte, le but est de laisser à sa place l'enfant. Et donc, les adultes doivent décider. Ce n'est pas un enfant qui doit décider s'il va vivre chez sa maman ou chez son papa. Ce n'est pas un enfant qui doit décider s'il va être soigné ou pas soigné. Ce n'est pas un enfant qui doit décider comment est-ce qu'il va être alimenté, sinon il y aurait quand même un problème sans doute de santé publique important. Mais un enfant doit pouvoir être... mais cette opinion doit être réellement prise en considération dans le respect de l'enfant. Donc ça, c'est le cadre juridique. Et donc, ça, c'est un message que je trouve qui est intéressant à faire passer. C'est le fait qu'en fait, on ne peut plus trop se poser la question de savoir est-ce que oui ou non, on prend en compte la parole de l'enfant, est-ce que oui ou non, il prend cette place-là, est-ce que c'est juste, c'est pas juste. En fait, c'est le droit qui l'impose. Il y a un cadre juridique qui impose de prendre en compte la parole de l'enfant dans toute décision qui le concerne. Et donc ça, c'est quand même un point qui est assez intéressant. Alors, on verra un peu comment ça a été modélisé dans la justice. Mais ça veut dire qu'en réalité, normalement, à tout instant, cette parole, elle doit être entendue. Et la Cour constitutionnelle, j'ai l'extrait un peu plus tard dans les DIA, l'a clairement dit et l'a clairement rappelé. Donc, en l'absence d'une loi, l'enfant doit être entendu. Donc, si la loi oublie de prévoir d'entendre un enfant dans une procédure qui le concerne, la Cour constitutionnelle considère que c'est une atteinte à la Constitution et à la Convention relative aux droits de l'enfant, et donc elle a déjà interprété un décret de la Communauté française qui avait omis de rappeler qu'il fallait entendre l'enfant dans une procédure d'urgence, et donc elle dit que cet enfant doit être entendu, que ce soit écrit ou non dans le décret. Donc c'est quand même une interprétation assez claire.
Et je discutais avec une juge de paix qui me disait, mais alors moi, dans les procédures, parce qu'il y a des procédures devant la justice de paix qui concernent les enfants, il n'est pas prévu un cadre légal par rapport à la justice de paix. Elle m'a dit, en fait, je vais mettre en place des auditions d'enfants. Je pense que ce serait intéressant. En tout cas, ce serait conforme aux obligations internationales et constitutionnelles. Alors, on a maintenant le cadre juridique, on sait qu'on doit le faire. Après, la question, c'est évidemment comment le faire. Parce que c'est pas simple de parler avec un enfant et de recueillir une parole qui soit authentique. Comment faire pour entendre, comment faire pour ensuite prendre en considération. Alors, il existe pas mal de modèles qui donnent des recommandations pour pouvoir travailler avec des enfants au niveau participatif. Il y a des modèles qui ont été développés pour la recherche universitaire, par exemple. Il y a des modèles qui ont été développés pour le travail dans les écoles, etc. Donc, il y a différents modèles. Moi, je trouve que celui de Laura Lundy, il est vraiment très bien. Il est très implémenté au niveau international. Il est repris dans pas mal de modèles et il fixe un cadre général qu'on va pouvoir ensuite assez bien adapter à tous les contextes, en fait. Si on se pose les 4 questions, parce que je trouve que l'idée de penser en 4 questions, c'est quand même une manière de penser les choses qui est relativement, qu'on sait facilement reproduire et mettre en œuvre. Donc, le premier conseil, donc l'espace, c'est le fait que on ne va pas pouvoir entendre un enfant, surtout si on est une autorité. Donc ici, on est plutôt en train de parler dans la justice. Donc ça veut dire qu'on est face à un juge, ou alors quand on est en droit de la jeunesse, ça peut être un service administratif comme le service de l'aide à la jeunesse. Bon, c'est pas un cadre facile pour un enfant, c'est pas un lieu adapté à un enfant. Et donc là, il est demandé aux autorités de mettre en place, de créer un espace qui favorise la parole de l'enfant, que l'enfant se sente bien, qu'il se sente en confiance. Et de donner donc un espace sécurisé. Donc ça, c'est la première chose à mettre en place. Et donc je travaille avec pas mal de juges pour sur toutes ces questions-là. Et donc il y a des magistrats qui ont vraiment créé des endroits où ils ont mis des coloriages, des dessins, des jeux, et comme ça ils laissent les enfants potentiellement se promener un peu avant à un moment donné se poser, discuter. On reparlera après des critères d'âge, mais je spoil un peu la suite de l'exposé, mais il y a des magistrats qui aujourd'hui essaient d'entendre des enfants plus jeunes qu'avant, donc des enfants de 8, 9, voire même 5 ans. Et donc évidemment, il faut avoir un espace pour pouvoir se mettre en lien, se mettre en relation avec des enfants aussi jeunes. Alors il faut aussi bien informer l'enfant. Alors là, on va plutôt passer dans la partie deuxième critère, la voix. Donc l'idée, c'est qu'on va entendre cet enfant, mais entendre un enfant, ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut l'informer de la raison pour laquelle il est là. Il faut lui expliquer clairement les enjeux de ce qui va se passer. Il faut pouvoir s'adresser avec lui, avec des outils, si c'est un enfant plus jeune. Il y a une médiatrice qui s'appelle Bimarik elle a décidé qu'elle ne travaille qu'avec des enfants. Et donc elle a tout le temps des enfants, soit comme avocate, soit comme médiatrice dans son espace de travail. Elle a un jour fait une présentation, elle a des milliards de petits jeux d'anti-stress, de machin, etc. Donc il y a vraiment tout un travail où il faut pouvoir être formé et donner un espace pour que cette parole puisse se déployer de façon authentique et sans influence. Il y a aussi la question de la confiance. Si l'enfant souhaite être accompagné d'une personne de confiance, c'est recommandé de ne pas le laisser seul face à l'autorité qui peut parfois être écrasante. Évidemment, personne de confiance qui ne doit pas le mettre sous influence ou sous crainte, parce que c'est pas facile pour un enfant d'exprimer cette parole quand elle va être entendue par d'autres. Il y a toute la question de la confidentialité. On verra comment en Belgique les choses ont été modélisées, parce qu'une réforme en 2024 est venue pas mal encadrer cette partie-là du modèle. Alors ensuite, il y a l'audience. Donc ça, c'est vraiment l'idée que les enfants, il faut s'organiser pour que les enfants soient entendus partout où ils doivent l'être. Donc dans les maisons, dans les écoles, dans les espaces de l'extrascolaire, dans la culture, au niveau politique, et puis ici, évidemment, au niveau judiciaire et administratif. Donc là, l'idée, c'est que les États ont l'obligation de s'arranger pour que toutes les personnes qui prennent des décisions autour des enfants aient la possibilité de les entendre et de leur donner une place. Et alors l'influence, c'est le fait que cette prise de parole, elle n'est pas purement esthétique ou instrumentalisée ou juste parce qu'on doit, qu'elle va avoir vraiment un impact et qu'elle va être prise en considération et au sérieux. Et donc là, c'est vraiment dans l'équilibre de l'enfant ne décide pas, c'est l'autorité, le parent, l'enseignant qui va décider, mais il doit le faire respectueusement, sérieusement. C'est vraiment une phrase qui revient tout le temps. On ne prend pas la parole de l'enfant au mot, mais on la prend avec sérieux. C'est déjà ce que Janusz Korczak disait au tout départ, on la prend avec sérieux, c'est-à-dire qu'on ne la met pas de côté parce qu'on
on décrédibilise l'enfant parce que c'est un enfant, etc. On l'écoute vraiment. Et alors, on fait un retour vers l'enfant. Et on lui explique en quoi sa parole a influencé ou non le processus. Et ça, c'est primordial, parce que pour que l'enfant ait le sentiment que cette parole ait eu un sens, il faut qu'on lui explique en quoi elle a eu un sens et en quoi elle a compté. Et il faut aussi qu'on lui explique pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas nécessairement suivi sur tout, et pour qu'il comprenne bien que ce n'est pas lui qui a décidé, mais que c'est bien l'autorité qui a décidé. Et donc là, il y a toute une série de pratiques qui ont été mises en place, notamment au niveau de la justice, pour pouvoir faire un retour vers l'enfant dans des contextes qui sont parfois positifs et des contextes qui sont parfois négatifs. J'ai repris, on parlera de l'aliénation parentale un peu plus tard, et j'ai repris notamment, il y a une magistrate à Mons, une juge de la cour d'appel de Mons, qui a écrit une lettre à la fin de son arrêt, destinée à l'enfant qu'elle avait entendu, pour lui expliquer « Je t'ai entendu, voilà en quoi je t'ai suivi, voilà en quoi je t'ai pas suivi, je t'explique pourquoi ». Dans un langage adapté aux enfants. Donc c'est aussi un travail. Les magistrats ou les autorités administratives comme les SAG doivent être formés à s'adresser aux enfants à l'oral et puis à l'écrit. Et donc là, je parlais aussi avec une autre conseillère, avec une juge de la cour d'appel de Bruxelles. Alors elle n'écrit pas de lettres parce qu'elle me dit mais j'ai pas le temps d'écrire des lettres, Anne-Catherine, ce n'est pas possible pour moi, parce qu'on essaie quand même de motiver les juges à écrire des lettres aux enfants, mais on n'y arrive pas toujours. Alors elle dit mais moi par contre ce que je fais, c'est que je confie le soin à quelqu'un d'expliquer à l'enfant. Et moi c'est le rôle de l'avocat, donc moi je dis bien aux avocats, vous devez expliquer à l'enfant et aux jeunes. Et pendant l'audition, elle prend vraiment le temps d'entendre l'enfant. Alors, elle me dit en fonction de l'âge, donc elle fait un rapport écrit. Elle dit l'audition, je la fais, je note tout. Et puis après ça, je repasse l'audition. Alors soit c'est un plus âgé qui a les compétences de lire, je lui donne, il lit et il trie. Et en fait, comme aujourd'hui, l'enfant décide ce qui va être communiqué et ce qui ne le sera pas. Il y a un devoir de confidentialité qui est imposé au magistrat. Il peut barrer plein de choses et tout ce qui est barré ne sera pas communiqué au dossier, ne sera pas communiqué aux parties. Donc ça, pour les juges, c'est très inconfortable parce qu'ils entendent des choses sur lesquelles ils ne pourront pas s'appuyer puisque ça ne fera pas partie du dossier et les parties n'auront pas pu s'expliquer dessus. Mais c'était pour permettre aux enfants d'exprimer une parole authentique. Sinon, le fait que ce soit lu par les parents essentiellement ou par d'autres acteurs peut les brider et empêcher une parole libre et authentique. C'est un équilibre évidemment de différents droits fondamentaux extrêmement compliqué qui met les juges dans un grand inconfort. Mais donc voilà, chacun fait comme il peut. Certains magistrats vont dire au début moi tout ce que tu vas dire ça va être très difficile pour moi de ne pas le communiquer. Donc voilà, je t'invite quand même parfois à ne pas du coup tout dire si tu veux pas que ce soit dit. Mais ça c'est contra legem, donc ça on leur a dit quand même que c'est compliqué de faire ça. Maintenant c'est vrai qu'au niveau du principe du contradictoire et des droits de la défense c'est compliqué parce que le magistrat s'il a entendu des choses même si c'est pas dans le rapport, il les a entendues, il va s'appuyer dessus, il va devoir justifier c'est compliqué comme situation, mais c'est ça qui a été décidé et c'est dans cette idée que les droits de l'enfant doivent compter en fait peut-être un peu plus dans la balance des droits fondamentaux, ce qui peut évidemment être questionné. Je ne dis pas que c'est la bonne réponse, mais en tous les cas c'est en ce sens-là. Et donc du coup cette magistrate elle me disait, et alors pour les plus jeunes, ce qu'elle fait c'est qu'elle lit en fait, elle lit tout ce qu'il y a dans le rapport et alors l'enfant va dire ça tu gardes pas, non ça j'ai pas dit tout à fait comme ça, je veux qu'on reformule comme ça. Donc elle prend vraiment le temps de lire et qu'à la fin vraiment l'enfant soit d'accord. Il ne doit pas signer le rapport, mais voilà, donc cette magistrate elle m'expliquait cette technique et voilà, ils sont quelques-uns à dire allez on essaye maintenant de se challenger, quand un enfant plus jeune nous demande à être entendu, on va le faire. Il y a vraiment beaucoup de magistrats qui ont pris comme décision de principe en dessous de 10 ans, je n'y vais pas, je me sens pas outillé, je me sens pas formé. Je le comprends évidemment et on sait à quel point la magistrature c'est dur pour le moment et qu'il n'y a pas assez de moyens et qu'ils n'ont pas assez de temps, etc. Ça n'empêche que c'est une violation des droits de l'enfant, c'est une évidence. Et ça, moi je considère qu'il faut se former. Je comprends que ce soit compliqué et qu'on ne peut pas entendre un enfant de 6 ans comme on entend un enfant de 15 ans et qu'on peut se sentir en tant qu'adulte plus outillé à échanger avec un enfant de 15 ans qu'avec un enfant de 6 ans. Mais à partir du moment où la Convention des droits de l'enfant et la Constitution demandent que tout enfant soit entendu quand il le souhaite, parce que bien sûr l'enfant doit le souhaiter, alors l'enfant ne sera jamais entendu s'il n'a pas envie. Ça fait partie des critères qui doivent être définis au niveau de la voix. Est-ce que cette parole, elle veut être dite Si un enfant dit qu'il ne veut pas être entendu, on ne peut pas l'entendre. Quand on fait des projets de participation avec des jeunes, parce que moi j'essaie de plus en plus d'emmener des jeunes avec moi dans des projets, c'est très vertigineux parce qu'on leur dit dès le début, tu te retires quand tu veux. Et donc là j'essaye, si j'obtiens toutes les autorisations de la communauté française, des parents, etc., d'emmener des jeunes de mon institution à un colloque en France en janvier. Mais le message c'est, vous pouvez me planter 5 minutes avant, quoi. Je devrais me débrouiller toute seule pour une grande. Donc c'est un peu vertigineux, mais ça fait partie du contrat. Dans les règles éthiques, l'enfant se retire quand il le souhaite. Donc voilà. Pardon ? Comme les adultes. Comme les adultes. À midi moins 5, avant que tu arrives, tu sais, tu aurais pu me planter. J'aurais pu, c'est vrai, comme les adultes.
Mais ce qui est intéressant, c'est que je crois que les enfants ont peut-être plus de crainte. Une fois qu'ils pourraient avoir peur de me dire non. Enfin, en tout cas, on nous dit qu'il faut bien dire aux enfants qu'ils peuvent se retirer parce que sinon ils peuvent se sentir coincés et contraints et forcés. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle, au niveau de la communauté française, je dois bien prouver que j'ai un consentement très très valide pour pouvoir y arriver. Alors, au niveau de la manière dont la parole de l'enfant est permise dans la justice, donc il y a plusieurs possibilités. Alors d'abord, il y a une première non-possibilité, c'est le fait que les mineurs ne sont pas capables d'ester en justice. Donc ça, c'est évidemment une manière de porter leur parole, de pouvoir déposer plainte. C'est une manière de pouvoir porter sa parole. En Belgique, à part des exceptions légales et jurisprudentielles extrêmement rares, l'enfant n'est pas capable d'ester en justice. Donc ça, c'est quand même un point qui est vraiment questionné, contesté de plus en plus dans la doctrine, dans la littérature. Le Comité des droits de l'enfant travaille actuellement sur une observation générale sur le sujet, mais comme aux Nations Unies, c'est un peu compliqué en ce moment, les travaux sont ralentis, mais donc on espère qu'on va avoir des arguments pour nourrir les avocats et inviter à pouvoir le faire plus souvent. Ça peut parfois amener vraiment des situations de non-droit, par exemple. Je ne sais pas si, on en parle moins aujourd'hui, mais les enfants qui étaient dans les camps du nord-est de la Syrie, les enfants terroristes qui étaient nés dans les camps tenus par les Kurdes, des procédures avaient été introduites pour le rapatriement en Belgique. Et la Cour d'appel de Bruxelles, dans un des dossiers, avait estimé que le recours était irrecevable parce que le lien de filiation n'était pas établi entre la mère et l'enfant, vu que l'enfant était né dans les camps et donc il y avait pas, la procédure de filiation n'était pas faite, donc pas de représentation légale et que les enfants étaient incapables d'agir en justice et donc le dossier était irrecevable alors que le tribunal avait ordonné à la Belgique de rapatrier les mères et les enfants en première instance. Donc voilà, l'incapacité d'ester en justice peut créer des violations de droits importantes. Il y a aussi un décalage complexe, puisqu'au niveau du droit international, les enfants peuvent ester en justice. Donc les enfants peuvent introduire des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant les comités onusiens, mais ils doivent avoir épuisé les voies de recours internes. Et donc il y a quand même une petite problématique à ce niveau-là. Alors, il peut y avoir une forme de souplesse au niveau international par rapport à cette mesure, mais ça reste quand même que c'est un frein complémentaire au niveau international. Donc ça, c'est une première voie, mais qui n'est pas très performante en Belgique. Alors, en droit de la jeunesse, donc quand les services d'aide à la jeunesse ou les tribunaux de la jeunesse sont saisis, l'enfant est partie à la cause. Alors, en général, moins de 12 ans, ils ne sont pas présents, ils sont représentés par un avocat. Pas toujours au SAJ, donc parfois l'avocat est désigné, parfois pas. Donc au SAJ, parfois l'enfant est juste absent, donc ça c'est problématique. Et là, ici récemment, pour des enfants de 9 et 10 ans, situation vraiment très compliquée. J'étais vraiment contente parce que la conseillère adjointe les a convoqués en personne et puis leur a désigné à chacun une avocate pour qu'ils puissent être représentés, que leur parole soit représentée. Donc l'enfant est parti à la cause. Et devant le tribunal de la jeunesse, l'enfant est représenté par un avocat avant 12 ans et est assisté d'un avocat à partir de 12 ans. Donc à partir de 12 ans, les jeunes sont présents aux audiences. Pareil au SAJ, à partir de 12 ans, ils sont présents. Ils doivent même signer les accords du SAJ. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le droit de la jeunesse, les mesures volontaires sont prises au niveau des services d'aide à la jeunesse. Mais donc il faut que les parents soient d'accord et que les enfants à partir de 12 ans soient d'accord. L'enfant a un avocat d'office pour accompagner cet accord de 12 à 14 ans. Il peut avoir un avocat par ailleurs, mais il y a un avocat obligatoire de 12 à 14 ans. Et donc voilà, et l'avocat les mineurs ont toujours un avocat en justice, donc devant les tribunaux de la jeunesse, ils ont un avocat. Alors, je vais d'abord passer à l'avocat de l'enfant. Donc, une manière pour faire entendre, une manière dont le jeune peut faire entendre sa parole, c'est donc quand il est parti, il est présent. Alors, il est présent, mais il y a ses parents qui sont présents aussi, et il y a le procureur du roi qui potentiellement est là. Enfin, tout le monde est là. Donc, c'est une parole qui va quand même être limitée par la présence d'autres personnes. La question de l'avocat de l'enfant est une vraie question parce que les avocats de l'enfant, leur mandat, c'est de représenter la parole de l'enfant de façon pleine et entière. Ce n'est pas à eux de définir ce qui est le mieux pour l'intérêt ou les droits de l'enfant. Leur mission, c'est de dire ce que l'enfant souhaite. Mais sur le terrain, les avocats de la jeunesse, énormément d'avocats de la jeunesse, heureusement il y en a certains qui font très bien leur travail, en fait donnent leur avis. Et donc moi, je représente l'institution, donc je donne un point de vue d'adulte. Alors moi, je m'appuie toujours sur ce que les enfants et les jeunes de mon institution souhaitent, mais parfois il y a un décalage entre leurs souhaits et nos souhaits. Donc nous, on est là déjà en train de porter une parole d'adulte qui réfléchit au meilleur intérêt, au meilleur droit. Quand le procureur est là, le procureur fait aussi ce travail de représentation de l'intérêt de l'enfant. Il y a le juge qui va décider, les parents ont leur parole, et puis après, si l'avocat en plus vient donner son avis à lui, c'est compliqué. Et ici, tout récemment, j'avais une jeune qui était
qui était en fugue, et son avocate, à l'audience, a fait une demande en son nom, dont on est persuadé qu'elle ne voulait absolument pas ça. Et en tout cas, elle n'était pas là pour pouvoir en parler avec son avocate, et la juge l'a suivie. Et donc, il y a une décision qui a été prise, selon moi, tout à fait contraire à la parole de ma jeune. Bon, alors, j'étais pas présente à cette audience-là, je crois que je me serais un petit peu énervée si j'étais là. Mais voilà, alors après, il y aura des possibilités de recours, hein, donc la juge c'est pas pas terminé. Pas de mandat. L'avocate n'a pas spécialement dit, évidemment, ça, la jeune n'était pas là, la juge n'a pas été voir qu'est-ce que l'avocate savait ou ne savait pas, c'est juste que nous on sait que la jeune était en fugue depuis longtemps et que donc en fait son avocate ne l'avait pas vue et ça a quand même été souligné parce que tant l'institution que la déléguée du SPJ ont dit mais non, c'est pas ça qu'elle veut et ça n'a pas été entendu. Donc voilà, il y a vraiment tout un travail à faire avec les avocats des enfants pour qu'ils soient à leur juste place parce que surtout quand les enfants ne sont pas présents, soit parce qu'ils ne sont pas là physiquement, soit parce qu'ils sont plus jeunes, ben, en fait c'est la seule personne qui va porter leur parole pleinement, de façon pleine et entière. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau pénal, l'enfant victime est très souvent absent, alors peut-être représenté par un avocat, pas très au courant. En tout cas, moi, mes jeunes, quand il y a des plaintes pénales dont ils ont été victimes, ils sont au courant de rien. Et souvent, c'est auditeur d'une audience jeunesse qui vont découvrir que telle personne, parfois dans leur famille, a été condamnée au pénal, etc. Donc il y a un vrai problème aussi au niveau pénal de la place de l'enfant dans la justice pénale. Et alors enfin, parce que le temps passe, il y a évidemment l'audition de l'enfant. Alors avant 94, c'était à la discrétion du juge. Petit à petit, cette audition a été vraiment modélisée et elle a encore été réformée en 2024. Donc ce sont les articles 1004.1 à 1004.3 du Code judiciaire. Je vais passer rapidement en revue avec vous les éléments clés que j'ai mis en rouge à l'écran. Mais donc, l'enfant va être entendu pour toutes les demandes qui le concernent, sauf des questions alimentaires. On voit que le Parlement a été vraiment attentif aux critères éthiques liés à la parole des enfants, puisqu'il était indiqué que l'enfant a le droit de refuser d'être entendu, que cette audition a pour objectif de trouver la meilleure solution par rapport à son intérêt. Bon, on aurait pu rajouter ses droits, mais c'est déjà intéressant parce que du coup le lien parole-intérêt est explicitement fait. Alors il y a un régime pour les enfants de moins de 12 ans qui, à mon estime, est contraire à la Convention relative aux droits de l'enfant et le comité d'ailleurs a plusieurs fois dit à la Belgique que c'était pas suffisant par rapport à l'article 12. L'enfant va être entendu lorsque c'est demandé et il n'est pas vraiment informé directement de cette possibilité, même si depuis la réforme, les représentants légaux du mineur de moins de 12 ans sont informés par le juge eux doivent transmettre l'information à leurs enfants. Mais évidemment, certains parents ne vont pas avoir nécessairement l'intérêt d'eux. Et donc, c'est quand même une information qui arrive sans doute pas, qui n'est pas suffisamment protectrice. Le mineur de 12 ans et plus, par contre, lui est informé via un formulaire qui était rédigé dans un langage adapté de cette possibilité-là. Et a priori, le juge doit faire droit à la demande du mineur, sauf quelques exceptions. On parle d'un lieu adapté à l'audition. On parle du fait que l'entretien aura lieu sans personne, sauf une personne de confiance de son choix. Et le juge va vraiment rappeler les responsabilités, les informations confidentielles. Donc tous ces éléments, tout le cadre est vraiment bien posé. Et donc la loi est vraiment très complète. Le fait de s'adresser dans un langage adapté, le langage FALC, facile à lire et à comprendre, qui a été élaboré notamment au niveau du handicap et puis maintenant qui est repris aussi au niveau des droits de l'enfant. Le rapport est joint, le mineur est informé que les parties vont prendre connaissance et donc là je vous expliquais tout à l'heure que ce rapport est vraiment travaillé normalement en collaboration enfant et juge. Et enfin, on rappelle que l'opinion du mineur va être prise en compte en fonction de son âge et de son degré de maturité. Je voulais juste simplement ajouter que compte tenu des difficultés en droit de la jeunesse, parce que quand l'enfant est parti, il est présent, enfin il est soit représenté par l'avocat, mais donc il est totalement absent, soit il est assisté de l'avocat, mais il n'a pas un espace de confidentialité pour parler avec les juges de la jeunesse, et donc l'expression de la parole va parfois être compliquée, parce qu'en présence d'un parent, on ne sait pas toujours pouvoir dire exactement tout ce qu'on voudrait dire. Moi, ça m'arrive parfois que les jeunes me disent oui, « tu dis ça pour moi, parce que moi, j'assume pas de le dire, mais j'ai envie que ça soit dit. » Et donc, parfois, on s'arrange pour qu'une parole soit portée sans que ça puisse être rattaché au jeune, comme ça, c'est pas sur lui que les problèmes retombent. Mais voilà, c'est quand même pas très confortable. Il y a donc de plus en plus de magistrats de la jeunesse qui proposent des auditions, qui combinent en fait le régime audition et être partie. Mais certains considèrent que non. Il y a un débat entre les magistrats actuellement sur le sujet. Certains considèrent que c'est pas prévu et que donc ça ne doit pas être fait. Et certains le font justement pour avoir une parole complètement libre et authentique de l'enfant en cette matière-là aussi.
Et alors ça, c'est l'arrêt 153/2023 de la Cour constitutionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, qui dit que, bon là ça parle de la mesure de placement en question, mais donc s'il est exact que les dispositions attaquées ne prévoient pas que l'enfant, eu égard à son âge et son discernement, soit entendu par le ministère public pour qu'il puisse donner son avis, et que son opinion soit prise en considération, les dispositions attaquées ne peuvent pas être interprétées comme dérogeant à l'article 22 bis 9 et 12 de la CID, qui exige que le mineur doit pouvoir s'exprimer eu égard à son âge et son discernement sur toute question qui le concerne. Et donc ça, c'est quand même un arrêt assez important parce qu'il semble quand même étendre le droit belge. Ça veut dire qu'à chaque fois que c'est pas prévu dans la procédure, en fait, si on lit cet arrêt-là, on peut considérer que c'est prévu. Voilà. Et alors, voilà, mais je veux juste me faire, parce que j'ai encore pas mal de petites choses à dire, et je voulais savoir un peu en termes de temps. C'est à partir de quand qu'on est censé passer au débat? Comme ça, au pire, maintenant, en fait. Mais on peut prendre 10 minutes, voilà. De plus, on te posera moins de questions. On doit terminer à 13h30. Oui, ça, je sais, ça, tu m'avais dit. Ouais. Mais je vais aller un petit peu plus vite. Je pense que les éléments essentiels ont pu être dits. J'avais juste envie de vraiment vous parler de la question de la vérité. Ici, c'est simplement des extraits qui sont issus d'un rapport rédigé par Pauline Moreau et Thierry Moreau, qui ont été discutés avec des jeunes qui sont entendus dans la justice. Alors, je vous ai repris des extraits, mais en gros, les extraits sont les suivants. Les jeunes disent qu'ils préfèrent vraiment être entendus par les juges, plutôt par des intermédiaires, parce que par des intermédiaires, leur parole doit être répétée, et c'est parfois très traumatisant de devoir se répéter. Je vous en redirai un tout petit mot. La question de la parole de l'avocat, pour les jeunes, c'est très 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 important d'avoir un avocat. Donc ça, c'est un message clé que moi j'ai même encore mieux entendu. Évidemment, avocat qui doit bien faire son travail, donc parfois ils sont frustrés, comme je le disais tout à l'heure. Ils sont persuadés que leur parole vaut la peine, les jeunes interrogés dans cette enquête, mais ils se rendent bien compte que leur parole a moins de poids que la parole des adultes. Et ça, moi, je peux vous le confirmer dans ma pratique. Je ressens à quel point ma parole à moi, d'adulte professionnel, a un poids immense dans les décisions prises par les autorités avec lesquelles je travaille. Et donc, on essaie vraiment de faire évoluer nos pratiques pour le moment en interne pour donner plus de place à la parole des parents et des enfants et que notre parole à nous soit un peu plus... ce poids soit atténué. Alors, vérité et parole d'enfant. La vérité sortait toujours de la bouche des enfants. Alors, j'ai été retrouver d'où venait cette expression. Ça semble être biblique dans des écrits de Matthieu. Cette phrase, en fait, elle est à double tranchant. Parce que d'un côté, ça peut donner un sentiment que la parole des enfants sera plus authentique que celle des adultes, parce que justement, ils disent la vérité, parce qu'ils n'ont pas tous nos filtres à nous d'adultes. Mais d'un autre côté, c'est aussi donner d'une vision d'une très grande naïveté. Les enfants vont parler sans réfléchir, de façon très naïve, très spontanée et un peu bébête, voire pas très crédible. Et donc, il y a vraiment un peu une ambivalence. Et donc, quel est notre rapport à la parole des enfants? Et donc là, j'avais un petit extrait de podcast que je voulais... C'est une petite minute. Pour considérer que je les traite comme il faut. Que je respecte leur intérêt supérieur. Bien traiter les enfants, c'est pas seulement ne pas leur infliger le pire. C'est aussi leur offrir un cadre sécurisant, prendre en compte leurs besoins, ne pas chercher à étouffer leurs émotions si elles nous dérangent. Ça commence par écouter ce qu'ils ont à dire, même si ça nous arrange pas. Moi, je pense qu'on nous écoute vraiment pas assez. Parce que c'est toujours les adultes qui décident. C'est plutôt leur décision qui les importe et pas trop celle des enfants. Moi, je trouve que les parents et les enfants, ils sont différents, mais en même temps, les deux sont des humains. Donc les enfants aussi, ils ont le droit d'être un peu plus pris au sérieux. Tu peux pas faire changer d'avis les adultes. Après, ils vont te dire, oh, c'est pas toi qui décide, on est plus grand que toi. Ok, en fait, on peut rien faire sur ce sujet-là. Le droit d'être écouté. Voilà, je vais pas continuer plus longtemps. C'est un super podcast qui est sorti tout récemment. Si vous êtes intéressé, c'est vraiment très très bien fait. C'est notamment, il y a évidemment la podcasteuse, il y a des voix d'enfants, mais aussi la défenseur des droits, la défenseur des droits française qui prend la parole et qui réfléchit les droits de l'enfant de manière c'est très chouette. Mais donc voilà. Alors par rapport à cette parole d'enfant, donc effectivement, on se rend compte que la parole des enfants, elle est quand même très souvent considérée comme illégitime. On a tous entendu parler de l'affaire Doutreau. Donc voilà, alors il faut quand même savoir que dans l'affaire Doutreau, en fait, il y avait beaucoup de choses que les enfants ont dites qui ont été vraies. C'est simplement que j'ai été faire plein de relectures. Le cadre qui a été mis en place
a en fait suscité à un moment donné quelque chose qui est allé au-delà. Mais la parole au point de départ était tout à fait vraie et légitime. Il y a eu des condamnations, il y a eu de vrais abus dans cette affaire-là. Mais cette affaire d'Outreau, alors surtout en France, mais un peu en Belgique, elle a vraiment décrédibilisé la parole des enfants dans la justice. Tout ce qui est préjugé et infantisme, le sentiment que les enfants exprimaient dans le podcast, notre parole ne compte pas, elle est trop bébête, ils ne sont pas assez intelligents, pas assez construits, etc. Donc il y a vraiment ces préjugés liés à l'infantisme dont on parlait tout à l'heure. Le manque de connaissance du développement de l'enfant et donc l'incapacité à créer un cadre sécurisé, parce que la parole de l'enfant, elle est authentique et valide si elle est recueillie d'une façon qui correspond en fait à leurs besoins. On y reviendra, il y a des recherches là-dessus. Et alors il y a aussi toute la peur d'accuser à tort. Quand un enfant fait une révélation notamment d'abus sexuels ou d'autres violences, il y a une tellement grande crainte du côté des adultes d'accuser à tort qu'on va minimiser cette parole immédiatement. C'est spontané. Et ça, c'est largement démontré. Alors que la parole des enfants, différente de l'adulte, elle est pourtant aussi fiable. Et donc Mandou, qui est donc ancien conseiller de la Cour d'appel de Bruxelles, disait oui, ces paroles d'enfants ont la même valeur que les paroles d'adultes. Encore faut-il pouvoir comprendre la parole des enfants. Et c'est là qu'il faut évidemment avoir l'apport des sciences pour pouvoir décoder la parole des enfants. Ça s'applique aussi aux enfants. Il faut pouvoir être vigilant en tant que magistrat et s'adapter aux enfants. Alors la première illustration qui est intéressante à voir, c'est de savoir que les fausses allégations d'abus sexuels sont en réalité beaucoup plus rares que ce qu'on peut penser. Donc notamment, Trocmé et Bala, en 2005, ont fait toute une étude et se sont rendus compte qu'il n'y avait que 4%, donc on fait toute une étude de mauvais traitements enquêtés dans des centres de protection d'enfance au Canada. Et donc dans toutes ces fausses allégations, en réalité, il n'y avait que 4% de fausses allégations intentionnelles. Il y avait des fausses choses qui ont été dites, mais de manière non intentionnelle. Donc ça, ce n'est pas des fausses allégations. Et ce chiffre, il est largement confirmé dans la littérature. Je relisais encore un texte d'Hélène Romano, qui est juriste, un docteur en droit et docteur en psychologie, qui disait que ce chiffre de 5%, qui était stabilisé, est le même partout. Donc les fausses allégations, ce n'est que 5%. Pourtant, sur le terrain, il y a beaucoup plus de problématiques. Alors je vous avais mis un autre extrait, mais le temps passe et donc si vous voulez aller l'écouter, ça parle notamment des abus sexuels et c'est un extrait autour du livre de Neige Sino qui a écrit Triste Tigre, qui est un livre fabuleux sur qui est très très dur à lire mais qui est très très fort sur l'inceste et notamment elle explique comment sa parole était cadenassée. C'est que son beau-père, qu'il a vraiment violé pendant des années, lui disait « Si tu ne parles pas, je ne violerai pas d'autres enfants ». Et donc en fait, cet extrait-là, il m'invitait à signaler que quand on réfléchit, il y a très peu de fausses allégations. En revanche, il y a énormément de violences, notamment de violences sexuelles, dans les familles et d'autres violences subies par les enfants, dans les familles, à l'école, dans les centres, partout, qui ne sont pas révélées ou qui ne sont pas entendues. Et donc quand on met en perspective ces deux éléments-là, en fait, en termes de droit de l'enfant, la parole des enfants, elle doit être légitimée, elle doit être rendue fiable, évidemment en utilisant des bons protocoles, parce qu'on ne peut plus continuer à ignorer les chiffres liés aux abus. Alors, les derniers chiffres de l'OMS de 2024, c'est une fille sur 5 et un garçon sur 7 qui ont connu des agressions sexuelles. Là, j'ai mis 90% parce que c'était le chiffre de l'OMS, mais j'ai encore vu 97% dans un autre ouvrage de Muriel Salmona. Des auteurs sont des hommes, 94% sont des proches, et très souvent c'est dans la famille. Donc l'inceste, la violence sexuelle la plus connue, c'est reconnu. Et en France, on a des chiffres un peu plus solides qu'en Belgique, donc ce serait 11% de la population, mais sans doute que les chiffres sont sous-évalués parce qu'il y a l'amnésie traumatique qui empêche le recueil de la parole et puis toute une série de publics vulnérables qui n'ont pas été entendus. Et Dorothée Ducy, qui a travaillé sur l'inceste, dit que c'est vraiment une statistique stable, cette statistique de minimum 1 sur 10. Donc ça veut dire minimum 2 à 3 enfants par classe ont subi ça. Et donc cette parole, elle est précieuse. Et l'OMS, dans le même rapport de 2024, dit que moins de la moitié des enfants touchés confient à quelqu'un qu'ils ont été victimes de violences et que moins de 10% reçoivent de l'aide. Et donc ça montre à quel point la parole des enfants est décrédibilisée, alors que pourtant sa fiabilité est reconnue, et ça c'est mon illustration numéro 2. Et donc ça c'est vraiment un chiffre qu'on retourne après à l'école de ces enfants et qu'on se dit ok, en fait je connais des enfants victimes et je connais en fait sans doute des auteurs aussi. Et donc c'est pour ça que la parole des enfants elle doit être réfléchie à la lumière de ces chiffres-là, c'est-à-dire que les enfants subissent des violences extrêmement graves, sans aucune protection, dans une société infantiste, dans une famille qui est très peu accessible, qui est fermée, et donc on doit vraiment de l'importance de légitimer cette parole dans la vie quotidienne et puis dans la justice.
Alors, l'illustration numéro 2, mais qui vient en pendant de cela, c'est justement cette fiabilité. Est-ce que la parole des enfants est fiable? Ok, donc on nous dit qu'il n'y a que 5% finalement de fausses allégations chez des enfants, et encore j'ai été trop vite, ils expliquaient que la plupart des fausses allégations étaient du fait d'adultes et pas d'enfants. C'était les parents qui en réalité avaient fait les fausses allégations. Alice Simon, elle a travaillé, elle a réfléchi, elle a fait des enquêtes avec des enfants sur des sujets politiques, en se demandant, mais tiens, est-ce qu'on peut faire des enquêtes en sciences sociales ou en sciences politiques, enfin, sur des différents sujets, avec les méthodologies habituelles des sciences humaines, ou est-ce que cette parole, elle est aussi peu fiable que ce qu'on a cette intuition dans notre société infantiste. Et je vous ai repris quelques extraits de son travail en 2020. Caroline Simon. Non, c'est Alice Simon. Okay, c'est Alice Simon, oui. Et qui en fait explique que dans toute son analyse, alors elle dit que dans la littérature, certains auteurs ont par le passé fait des enquêtes sur plusieurs années et ont vu que les résultats fluctuaient, et donc du coup ça décrédibilisait la parole, ou qu'on posait des questions aux enfants, plein de questions auxquelles ils répondaient de manière juste, et puis enfin, de manière authentique, était fiable, et puis on leur demandait qu'est-ce qui est plus lourd entre le jaune et le vert, et ils répondaient à cette question. Et donc du coup après c'est là où enfin, les enfants ils répondent n'importe quoi, et donc voilà, donc il y avait un peu ce message là, et donc Alice Simon elle a essayé de creuser cette question là dans ses travaux, et en fait elle s'est rendue compte que non, le problème c'est qu'il y a une distance entre l'enquêté et l'enquêteur, et que l'enquêteur doit se mettre en fait au niveau de l'enquêté, mais que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, en fait on doit juste mettre en place les conditions pour récolter une parole fiable et authentique. Et donc le problème n'est pas la catégorie enfant, et d'ailleurs l'enfant n'est pas qu'une seule problématique, s'il est en situation de handicap, s'il est en grande pauvreté, etc. Et donc en fait, comme pour toute enquête, on va adapter les méthodes d'enquête au public auquel on fait face. Et si on les adapte bien, la parole elle sera fiable. C'est ça qu'elle conclut. Elle dit simplement que le plus grand biais qu'elle a observé, c'est la volonté des enfants de répondre aux questions. Et que donc évidemment, si on leur pose des questions pièges, comme qu'est-ce qui est plus lourd entre le jaune et le vert, nous en tant qu'adultes, on décoderait le problème. Mais eux, avec évidemment leur développement psychique, vont pas nécessairement décoder le problème, mais nous en tant qu'adultes, c'est aussi un biais qu'on a, c'est-à-dire qu'en fait on veut faire plaisir, les enfants encore plus que les adultes, et donc on va vouloir répondre pour faire plaisir, mais nous aussi on va aussi parfois répondre à des questions auxquelles on n'a pas tout à fait la réponse pour faire plaisir. On va pas tomber dans un piège aussi gros que celui-là, mais ça, c'est aussi un biais qui nous concerne. Et donc voilà, et donc elle dit juste que si on fait des méthodes d'enquête qui ne piègent pas les enfants, en fait il n'y aura pas de problème de fiabilité. Alors, je ne vais pas développer ces dias-là sur l'aliénation parentale, parce que j'ai fait une recherche là-dessus, donc j'aime bien en parler. Mais ça, c'est un des grands problèmes dans la justice. Le syndrome d'aliénation parentale, c'est de considérer qu'un parent instrumentalise un enfant et que du coup, il va rejeter l'autre parent. Et ce qui est vraiment pointé dans cette recherche par rapport aux enfants, c'est le fait que quand on considère qu'un parent a fait de l'aliénation parentale, a instrumentalisé un enfant, on va considérer que l'enfant est aliéné, que le cerveau de l'enfant a été aliéné. Et donc dans la justice, ce que ça a pour conséquence, c'est que quand les magistrats considèrent qu'il y a aliénation parentale, ils vont décrédibiliser la parole de l'enfant en disant de toute façon il est aliéné, il est instrumentalisé, il est influencé, donc je l'entends parce que je dois, mais je ne prends pas vraiment en compte sa parole. Et donc ce syndrome aujourd'hui, il est largement déconstruit au niveau international, dans notre rapport on le déconstruit aussi, et il faut vraiment avoir conscience que quand un enfant est dans un conflit parental complexe ou dans une situation de violence, et que donc il y a potentiellement toutes ces difficultés-là, il subit des violences dans sa famille. Quand on refuse de l'entendre ou quand on décrédibilise sa parole à la lumière d'un concept comme celui de l'aliénation parentale, en fait on répond par une autre violation de ses droits, par une violence institutionnelle. Et donc ça c'est vraiment extrêmement problématique. Et donc en termes d'impact sur les enfants, c'est un chemin pour silencier les enfants et délégitimer leur parole qui est extrêmement problématique, en sachant que ce syndrome, c'est un syndrome qui a été inventé par Gardner, qui n'a reçu aucune caution scientifique. Tous les organes de protection en matière de droits humains, surtout de lutte contre les violences à l'égard des femmes, recommandent de ne plus l'utiliser. Le Grévio a encore demandé à la Belgique d'arrêter d'utiliser le syndrome d'aliénation parentale dans son dernier rapport qu'il a rendu hier. Donc encore hier, c'était mis en avant. Et donc ça, je voulais insister là-dessus parce que ça, c'est vraiment un des mécanismes judiciaires le plus fertile pour décrédibiliser la parole de l'enfant, alors qu'on a vu à quel point c'est important de ne pas la décrédibiliser. Et ce syndrome est très souvent invoqué par les pères violents ou par les pères incesteurs. Ça a été démontré dans la littérature. Donc c'est vraiment extrêmement problématique. Voilà, donc ça, c'est un petit résumé. Et il est encore largement mobilisé en Belgique francophone dans l'enquête que j'ai faite en 2023. Donc voilà, donc ça c'est tous les éléments liés à l'aliénation parentale. Et la Cour européenne des droits de l'homme autour de l'aliénation parentale a vraiment pointé dans une affaire IM contre Italie récemment le fait qu'on n'avait pas entendu les enfants. Les enfants disaient qu'ils ne voulaient pas voir leur père, qu'ils étaient en insécurité avec leur père. Et il y a cette idée que le maintien du lien à tout prix avec les deux parents est tellement important qu'on le force, même
contre la parole de l'enfant. Et là, la Cour a dit quand un enfant exprime son insécurité, on doit l'entendre. Et donc c'est aussi un élément autour de la parole de l'enfant, c'est une parole qui doit être entendue. Et ça, moi je constate quand même que dans mon terrain, de plus en plus, on va quand même être guidé par cette parole de l'enfant dans les contacts, pas partout, il y a encore vraiment beaucoup de problèmes par rapport à ça, mais il y a quand même une petite prise de conscience qui émerge chez certains professionnels et ça fait du bien. Donc voilà, et donc je vais terminer ma présentation et j'en reste là par cette idée de en fait partir du point de départ, on vous croit. Mais nous, en tant qu'adultes, ou en tout cas que les autorités judiciaires et administratives mettent en place les conditions pour que cette parole soit fiable et légitime, comme Alice Simon l'explique, comme Laura Longuier propose un modèle, et il y a des éléments. Alors, je ne vais pas vous le montrer, mais je vous ai mis la petite BO d'un film qui s'appelle On vous croit, qui vient de sortir, qui est dans les cinémas pour le moment, et qui traite justement de la question des dénonciations d'abus sexuels, de la parole de l'enfant et du risque de l'aliénation parentale à l'égard de la mère. Donc tout ce dont j'ai un peu parlé ici rapidement à la fin est traité dans ce film de manière extrêmement intelligente, c'est très très bien fait. Et alors je terminerai simplement en disant qu'il existe en fait de très très bons protocoles pour recueillir la parole d'enfants. L'idée c'est pas de se mettre à genoux devant la parole de l'enfant, de la prendre à mot, mais de la prendre au sérieux, de se rendre compte que l'enfant dit sa vérité. Il faut pouvoir l'interpréter et être outillé. Et en fait il y a plein de protocoles et de modèles qui existent pour pouvoir recueillir une parole fiable, notamment les auditions TAM, qui sont les auditions vidéofilmées des mineurs qui ont subi des abus. Ce sont des auditions qui ont été élaborées sur le protocole NIJD et qui sont vraiment très très bien. Il y a des expertises de crédibilité qui répondent à des protocoles qui ont été validés au niveau international. Il y a les modèles de participation, il y a les critères éthiques et méthodologiques, et alors l'importance, et ça moi j'adore dans le travail de Marie Garot qui a travaillé sur les vulnérabilités, cette idée de légitimité à la parole de tous les individus, donc dont les enfants, et pas uniquement ceux qui parviennent à tenir des discours ordonnés, des prémices aux conclusions. Il s'agit de prendre en considération la voix de ceux qui font appel aux images, s'ancrent dans l'énoncé d'expériences singulières, ou qui sont empreints d'une forte dimension émotionnelle. Les émotions, ça fait partie des processus sociaux, et c'est pas parce qu'elles sont exprimées, c'est parce que l'enfant s'exprime différemment de l'adulte que cette parole est moins légitime et moins valide. Et je vous remercie pour votre attention. Désolée d'avoir dépassé.